Entre force et vulnérabilité, il existe un espace que nous connaissons tous, celui où l'on tient debout, alors qu'à l'intérieur, tout vacille. Un espace fragile, profondément humain. Un espace où les failles racontent le courage et où les parcours de vie deviennent des leçons de résilience. Et c'est là que commence cette émission. Je ne me laisse pas influencer par des gens que je ne connais pas, qui ont peut-être plus de problèmes cumulés que moi au premier trimestre de l'année. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une femme. Je me trouvais moins jolie. D'accord. Voilà, à 10 ans, je me trouvais moins jolie. J'ai grandi dans une famille recomposée plusieurs fois. Lala Meita Soumaoro n'est pas seulement entrepreneur, blogueuse ou influenceuse. Elle est avant tout une femme qui a traversé des épreuves, affronté des jugements. 2007 ou 2008, en fait, j'ai l'opportunité de rencontrer le président Laurent Gbagbo. Bonjour Lala. Bonjour Andrea. Comment vas-tu? Très très bien. Alors, je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui, surtout pour ce premier épisode de Vie croisée. Merci pour l'honneur que tu me fais d'avoir accepté de nous partager un bout de ton histoire. Un long bout quand même. J'imagine et j'ai hâte. J'espère que les téléspectateurs et moi, nous aurons l'occasion justement de plonger derrière la femme entrepreneur que nous connaissons tous, c'est derrière la blogueuse, l'influenceuse, pour entrer un petit peu dans ton histoire et te connaître, voir ta personnalité profonde. Essayons, on verra bien. Merci beaucoup. Alors, pour débuter, Lala, j'aimerais, pour ceux éventuellement qui ne te connaissent pas beaucoup, que tu puisses nous parler de ton enfance. Oh, waouh. Ok. Alors, mon enfance. Je suis née d'un père journaliste et d'une mère assistante de direction. Donc, j'ai beaucoup de frères et sœurs. On est 14 au total. Wow. Et 3 donc de la même, on va dire, lignée, donc même père et même mère. Nous sommes 3, 2 filles et un garçon. Okay. Donc, avant moi, il y a Karim et avant Karim, il y a Belko. Et donc, voilà, c'est à peu près ça. J'ai grandi dans une famille recomposée plusieurs fois parce que mon père s'est marié plusieurs fois. Mon père a eu 5 mariages. Donc, moi, je suis du 3e mariage. Et du coup, il y a eu 2 autres mariages après. Et il y a eu d'autres enfants qui se sont rajoutés, pas qui sont partis, parce que mon père, il avait la particularité de garder tous ses enfants. Donc, on a tous grandi ensemble, hein, plus ou moins. Et puis, enfance un peu chaotique, parce que père politicien, donc à la retraite, journaliste à la retraite, s'est lancé dans la politique, et ça peut être un peu particulier, hein, parce que en vérité, t'as une enfance qui est émaillée d'absence du seul parent que tu as comme référence, d'accord? Et puis avec beaucoup de gens tout le temps dans la maison. T'as tout le temps des étrangers, tu as tout le temps des personnes que tu connais pas. En fonction des épouses, t'as des nièces qui arrivent, des neveux qui arrivent. Donc, en même temps que ta famille s'agrandit, tu apprends un peu à te déposséder de ce qu'on appelle l'individualisme. Tu comprends vraiment que tu peux pas faire autrement, quoi. Tu partages ta chambre, tu partages tes vêtements, tu partages tes jouets, tu partages tout. Mais je t'entends, mais en même temps, je me dis que tu as une personnalité assez exprimée. Et tout à l'heure, tu viens de dire qu'on arrive à se détacher de l'individualisme. Tu as aussi évoqué le fait que l'enfance a connu des soubresauts, si je peux me permettre ainsi. Oui. Alors, dis-nous, comment est-ce que tu as réussi au sein de cette famille nombreuse déjà à sortir du lot, entre guillemets, à t'assumer, et quels obstacles tu as pu rencontrer enfant? Alors, est-ce que c'est parce que notre père même est très affirmé? Ça, je ne saurais le dire, mais vraiment, je suis celle qui lui ressemble le plus de ce qu'on dit. Maintenant, je crois qu'au milieu des autres enfants, etc., au contraire, j'étais celle qui s'exprimait le moins. Donc, j'étais la plus introvertie. Je restais toujours dans mon coin. Qui l'aurait cru? Mais vraiment. Parce que je pense que c'est le fait d'aller à l'école qui m'a appris à sociabiliser, en fait. Et puis, à parler, à échanger. Et puis, à trouver du confort dans le français, notamment. Donc, c'était ma matière préférée. Mais sinon, enfant, c'est vrai que bébé, quand on me voit en photo, j'ai toujours des grands gestes, etc. Donc, mon caractère était très affirmé depuis bébé. Je montais souvent sur la table.
disaient les invités de mon père. Quand les gens arrivaient, j'étais toujours la star de mon père. Il disait que j'allais être Miss Côte d'Ivoire. Bon, je pense là, c'est loupé. Parce que des deux familles, il y en a pas qui sont Miss là-bas. On lutte toujours avec le poids. Donc ça, c'était la petite parenthèse drôle. Mais autrement, en fait, il a toujours encouragé ça en moi, en fait. Moi ou les autres enfants. Mais en fait, après, il y a la personnalité de chacun. Et je crois que peut-être que certains de mes frères ne se sont pas connus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un fort caractère. Dans la famille, il y a tout le temps des éclats, voilà, des palabres, de l'affirmation de deux personnalités, en fait. Souvent naissent des clashs. Donc ça, c'est très souvent chez nous. Hein. On est habitués. Donc tout le monde a la personnalité. Comment tu as vécu? Est-ce que tu as aujourd'hui le recul pour te dire que tu as eu une enfance heureuse ou est-ce que tu gardes des moments particulièrement marquants qui ont justement créé chez toi cette combativité qu'on voit à travers la femme entrepreneur, influenceuse, blogueuse? À ton avis, d'où te vient ce trait de caractère? De mon père, génétique, héréditaire. Okay. Mais au-delà, je pense que oui. Le fait d'avoir plusieurs personnes autour de soi, d'être influencé par plusieurs courants, parce qu'il ne faut pas croire, hein, je me suis beaucoup assagi avec les années et l'influence de ma dernière belle-mère, donc celle qu'il a épousée en dernier, d'accord, qui m'a vraiment éduqué de mes 13 ans jusqu'à maintenant. C'est toujours ma maman. Je suis toujours avec elle. Elle était très, très calme. Donc, en fait, elle était, comme on dit, de l'eau qui éteint le feu. Donc, elle avait des techniques pour apaiser les situations que nous, on ne comprenait pas, puisque nous, on a toujours vécu justement dans l'agressivité. C'est on t'agresse, tu agresses, tu réponds, tu te bats, tu te débrouilles, en fait. Mais elle est venue, elle a changé un peu la donne. Donc, du coup, ça m'a appris à être un peu plus calme, un peu plus posé. Puis, il y a des conseils qu'elle a donnés quand j'avais 16, 17 ans que je n'avais pas compris, que j'ai fini par comprendre avec l'âge et l'expérience. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est plaisant, mais pas toujours. Donc, en fait, c'est comme si on vous donnait beaucoup, beaucoup de force. Mais si vous ne savez pas maîtriser cette force-là, ça ne représente rien. Parce que finalement, vous allez partir dans tous les sens, tout le temps. Et les autres, donc les gens qui seront en face de vous, auront la possibilité de vous manipuler parce qu'ils connaissent votre caractère et donc ils peuvent en jouer pour obtenir ce qu'ils veulent. Prenons un exemple. Hein. Si quelqu'un souhaite me mettre dans une situation humiliante, il suffit de me pousser à bout en sachant que quand je suis en colère, je ne me maîtrise pas. Donc, je peux faire n'importe quoi, je peux casser des choses, je peux dire des choses, etc. On en voit beaucoup sur les réseaux aujourd'hui, parce que les réseaux ont ouvert un peu le monde sur ça. Mais vous me verrez rarement dans ce genre d'état-là, parce que quelqu'un, par la providence divine, a été amené, en fait, pour m'éduquer autrement, pour ne pas que je reste là-dedans. Et donc, cette femme, aujourd'hui, vous avez toujours de très bons rapports? Ah oui, non, je veux dire, c'est ma maman. Je veux dire, en fait, quand vous nous voyez, vous avez l'impression que c'est moi en plus petit. On a le même format, on a vraiment l'impression, en fait, que c'est elle qui m'a mise au monde, alors que c'est pas elle qui m'a mise au monde. Mais en vérité, elle a beaucoup d'influence sur moi. Donc, quand j'ai des décisions importantes à prendre, j'appelle 3 femmes, 3 mamans. Donc, en fait, j'appelle elle s'appelle Touni, j'appelle ma mère, Anna, et puis j'appelle ma tante Nadine. Donc, c'est les 3 personnes qui vont venir, par exemple, me donner leur point de vue, sachant qu'elles ont 3 caractères différents, 3 positions différentes, et je pourrais ensuite jauger quel est l'équilibre parfait, en fait, et puis en respectant ma propre personnalité. Parce qu'après, on dira, j'ai une personnalité un peu masculine. Donc, les gens vont dire, j'ai pas peur, je prends des décisions, etc. C'est pas vrai, hein, j'ai peur. Mais c'est juste que quand j'ai peur, c'est que je sens que c'est le moment d'y aller. D'accord. Et beaucoup d'enfants n'ont pas eu cette chance d'avoir des belles-mères, on va dire, qui les ont aidés à grandir dans un environnement sain. Qu'est-ce que ça a posé comme base intérieure, le fait d'avoir eu cette chance? D'avoir vécu les deux aussi. Oui. Mais d'avoir vécu des belles-mères, des copines ou des femmes hein, de mon père qui n'étaient pas forcément très saines. Et puis d'en avoir vécu qui étaient plus saines, ça a changé. Donc, tu vois vraiment le sweet and sour. Donc, tu vois ce qui est amer, mais tu apprécies d'autant plus ce qui est sucré. Parce que avoir une maman qui arrive et puis qui t'éduque doucement, patiemment, sachant qu'elle connaît ton passif, en fait. Elle sait, ça change énormément. Ça change. Et ça te donne, toi, en fait. Mais cette base-là, est-ce que tu t'en rends compte quand tu es enfant? Non. Tu t'en rends compte quand tu grandis. Et en même temps, quand tu grandis, tu apprends des choses. Des parents à qui tu en voulais,
tu apprends qu'ils ont aussi un passif qui les a emmenés à être comme ils sont. Et dans le fond, quel parent ne veut pas donner le meilleur de lui-même à son enfant? Il le fait, hein. Il donne le meilleur de lui-même, même dans ce qui est mauvais. Donc, en vérité, le parent, il ne fait que te donner ce qu'il a reçu. Donc, tu apprends à pardonner à tes parents pour leurs manquements, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient même pas ce que toi, aujourd'hui, tu connais. Ils ne connaissaient pas. Et puis, en même temps, des fois, les gens souffrent. Pour moi, il n'y a pas de gens méchants. Pour moi, il y a soit des gens bêtes, soit des gens en souffrance. Donc, être bête, par exemple, c'est le faire gratuitement. Il y a rien, il n'y a pas d'enjeu, juste le faire pour le faire. Être en souffrance, c'est traduire cette souffrance-là en oppressant d'autres personnes. Donc, les femmes qui sont venues, par exemple, et qui nous ont fait souffrir d'une façon ou d'une autre, elles-mêmes étaient peut-être en souffrance. Donc, en vérité, aucune personne ne peut maltraiter un enfant sans avoir été auparavant lui-même maltraité et avoir trouvé ça normal. C'est parce qu'il a normalisé la souffrance qu'il transmet la souffrance. Aujourd'hui, tu dis tout ça avec beaucoup de recul parce que, pour ceux qui ne le savent pas aussi, tu es accompagnatrice en relation d'aide empathique. La question que j'ai envie de te poser, c'est à cette époque, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu ressentais? Juste de la souffrance. De la souffrance. Juste de la souffrance. Et puis, ça a créé, en fait, en moi, donc tu le dis, hein, aujourd'hui, je comprends dans des vrais mots ce que c'est. Donc, à cette époque-là, plus la personne me faisait souffrir et plus j'essayais de m'attacher à la personne. Donc, en fait, j'ai développé ce qu'on appelle un attachement insécure, anxieux. Donc, ça veut dire que plus la personne essayait de ne pas être ma maman, plus j'essayais de la forcer à être ma maman. D'accord. Donc, en vérité, c'était ça, la démarche. C'est que, tu vois, tu as des enfants. Bien, quand tu punis un enfant, que tu le mets au coin, que tu le chicotes, etc., il pleure, hein. C'est toi qui l'as fait pleurer, non? Et puis, c'est chez toi, il vient encore. Tu lui dis, tu as fini de le chicoter, puis tu dis, viens, Doudou, viens. C'est qui a fait ça? Toi-même, tu accuses quelqu'un d'autre. Il dit, oui, c'est la personne qui a fait. Il sait que c'est toi. Mais en fait, il a tellement envie de réparer la situation avec toi qu'il est prêt à accuser quelqu'un d'autre sous ton influence. Tu vois? Donc, toi, tu résous le problème. Mais si ça se répète régulièrement, très, très régulièrement, l'enfant va développer ça. C'est des émotions qui se transforment en sentiments. Et des sentiments qui se transforment après vraiment en comportement. Et ça finit par intégrer la personnalité de l'enfant quand il devient adulte. Et donc, c'est ce que tu as vécu? Oui, c'est ce que j'ai vécu, oui. Pendant longtemps, j'avais un attachement insécure vraiment très anxieux. Donc, en fait, dans toutes mes relations, je cherchais une personne qui était émotionnellement indisponible. Donc déjà, quand j'ai la personne, elle est déjà émotionnellement indisponible. Il y a plein de problèmes, et puis pas disponible pour moi, mais j'essaye de forcer, en fait, de la faire changer. Et ça, tant que toi, tu n'es pas guéri, tu vas répéter, quoi, les schémas. Donc ça vient forcément de l'enfance. Combien de temps ça a duré, cette période d'attachement, justement, à des personnes émotionnellement indisponibles? Alors, comme j'ai un caractère très affirmé, ça m'agaçait vite. Donc, en général, les relations ne duraient pas. Donc, au bout de 3 mois, 3 mois et 1 an, j'arrête la relation, puis je passe à autre chose. Mais le problème, c'est que je refais la même chose. Donc, en refaisant la même chose, tu obtiens le même résultat. Il n'y a pas de résultat différent. Enfin, c'est la définition de la folie, hein, de répéter la même chose en espérant un résultat différent. Ça a duré des années. Ça a duré, je pense, jusqu'à réellement, quand je me suis totalement détaché de ça, je pense que c'était à mon 2e mariage. Donc, quand j'ai compris, en fait, que j'étais en train d'aller dans le mur et que j'étais pas seule à aller dans le mur. Parce que tu avais des enfants déjà? Exactement. Donc, à partir du moment où j'ai eu mon 3e enfant, je me suis vraiment dit, ça suffit. Ça suffit. Il ne faut pas que ça impacte, en fait, toute ma vie. Donc, il faut que je règle ce problème-là. Et en même temps, la prise de conscience a été en 2019, quand j'ai rencontré Dr Aminata Kane. Donc, ouais, une très, très, non, c'est, en fait, je sais même pas si ça doit être une rencontre cosmique, astrale, super naturelle. Dieu était peut-être fatigué de me voir tourner dans des cercles vicieux, hein, des schémas qui se répétaient. Puis il s'est dit, bon, je vais amener quelqu'un de doux, qui a le même caractère, hein, que ma mère, finalement. Et, qui va la faire sortir de là, doucement, la révéler, et puis lui permettre à elle d'aider d'autres personnes qui sont dans cette situation. Parce qu'il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a vécu ça 50 fois. Il y a un proverbe qui dit, moi, je fais pas les mêmes bêtises 1 ou 2 fois. Je fais genre 4 fois, 5 fois, 6 fois pour être sûr que c'est une connerie. Une bêtise. Voilà, ça c'est moi. D'accord. Alors, c'est très intéressant, ce clin d'œil à Dr Aminata Kane, parce que
D'aucuns pourraient dire que vous avez des personnalités tellement différentes, tellement Qu'on n'est opposées, pas supposé s'entendre. alors qu'il y a une fusion exceptionnelle qui se voit, un amour fraternel qui se voit entre vous. Mm. Et du coup, tu dirais que c'est une des rencontres qui t'a profondément changé. Oui, changé. Et des fois, on est tellement ancré dans nos problèmes qu'on voit pas les problèmes des autres. Ouais. Donc, et pendant ce temps-là, il n'y a pas un moment où elle a varié. Elle avait ses propres problèmes, mais en fait, jamais elle n'a varié. Jamais elle n'a cessé de m'aider ou elle m'a dit je suis fatiguée, j'ai pas envie, moi-même j'ai mes problèmes. Elle n'a jamais fait ça. En fait, elle m'a montré un aspect de la bienveillance que je n'avais jamais vu avant. Elle m'a montré un aspect de la gestion des émotions, mais sans se faire du mal, hein, vraiment, que je n'avais jamais vu avant. Et j'ai voulu en apprendre plus. Et c'est comme ça que j'ai lu les premiers livres de développement personnel que j'ai commencé à développer avec elle, parce que c'est ça, le truc des gens intelligents, c'est que quand ils commencent à se mettre ensemble, réellement, sans arrière-pensée, sans chercher on va dire, je vais même pas dire cette phrase, parce que les gens vont penser que c'est pas ça. Notre relation est très profitable aux deux parties. C'est-à-dire bien, c'est une relation intéressée. Je me sers d'elle, elle se sert de moi. D'accord. Donc, elle me donne tout ce dont j'ai besoin et moi, je lui donne tout ce dont elle a besoin. D'accord. Donc, elle peut avoir la bienveillance, la générosité, le calme, la paix, etc. Je vais prendre ça chez elle. Et moi, toute la fougue, d'accord, toute la volonté de s'exprimer, tout le culot, moi, je vais lui donner. Donc, en réalité, on est très consciente de notre échange et du fait que à chaque rencontre, c'est comme si deux planètes, en fait, se rencontraient et qu'on avait des choses à se dire. Mais pourtant, on se parle mais quasiment tous les jours. Mais à chaque fois, en fait, on s'émerveille d'un tout et d'un rien, de ce que nos enfants font, des livres qu'on a lus, de ce reportage qu'on a envie de faire, de cette aventure qui a l'air malheureuse. En fait, elle m'a appris à être tellement reconnaissante à la vie que même ce qui m'arrive de mauvais, en fait, je suis d'abord grateful. Okay. Et après, en fait, je me dis, OK, c'est peut-être quelque chose qui avait pour but de. Donc, comme disait Steve que j'ai interviewé il y a pas longtemps, j'aime sa façon de ne pas me parler de Dieu. Parce que finalement, tu découvres Dieu dans tout ce qu'elle fait. Intéressant. Voilà. Intéressant. Lala, tu sais que tu as été confrontée à beaucoup de critiques. Oui, ça c'est le point de ceux qui critiquent, ouais. D'incompréhension. Comment est-ce que tu as vécu ça, sachant les blessures que tu as pu avoir par le passé? Comment est-ce que tu as réussi à les intégrer, à les digérer et à ne pas en faire peut-être un autre problème supplémentaire? Bon, soyons honnêtes, dans la première partie, tu en fais un problème. Tu en fais un problème personnel. Tu te dis, j'ai forcément un souci, d'accord? Donc, j'avais pas encore lu Merci pour le feedback à l'époque. Si j'avais lu le livre, j'aurais peut-être abordé ça autrement. Okay. Généralement, il y a deux types de critiques. Les critiques de ceux que tu connais vraiment et qui te connaissent vraiment, en fait. Et puis la critique de ceux qui te connaissent pas et que tu connais pas. La deuxième catégorie, mais je m'en fous, comme de l'an 40. Et même l'an 40, mon père est né en 41, je m'en fous pas. Mais vraiment, comme les premières chaussettes de Napoléon. Ils n'ont aucune espèce d'importance pour moi. Je ne me laisse pas influencer par des gens que je ne connais pas, qui ont peut-être plus de problèmes cumulés que moi au premier trimestre de l'année. Et puis, c'est pas vraiment important. Par contre, quand ce sont des personnes qui ont vécu avec toi, qui ont profité de tes largesses, qui ont profité de ta disponibilité, de ta générosité et qui te lancent des cailloux dehors, qu'on va croire parce qu'ils vivaient avec toi, oui, ça, c'est douloureux. Mais au fur et à mesure, tu apprends. Lorsque tu apprends à te détacher, tu comprends une chose. C'est que les gens viennent pour leurs agendas. Et tu l'acceptes. De toute façon, que je l'accepte ou pas, ce sera le cas. C'est comme le fait de dire Satan n'existe pas. Ça ne l'empêche pas d'exister. C'est toi ton point de vue. Mais si lui, il existe vraiment, le fait que toi, tu dises qu'il n'existe pas, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Au contraire, ça l'arrange parce que plus tu vas penser qu'il n'existe pas, plus il pourra travailler tranquillement en filigrane de ta vie
Tu te diras toujours, c'est la pluie, c'est le vent, tu auras toutes les excuses sauf le fait que ce soit lui. Donc lui, ça a l'avantage. C'est la même chose. Voilà. Qu'est-ce que Lala aurait dit de Lala à 10 ans? Qu'est-ce que j'aurais dit de ou bien à? De Lala. Qu'est-ce que tu aurais dit de Lala à 10 ans? Quand tu avais moi, 10 ans. Aujourd'hui, à 10 ans? Non. Quand tu avais 10 ans, quelle est l'opinion que tu avais de toi-même? Ah, une très haute opinion. Boostée par mon père comme je l'étais, j'avais une très très haute opinion de moi-même. Les seules choses qui m'embarrassaient, c'était vraiment cette blessure liée donc au divorce de mes parents, donc au sentiment vraiment d'avoir été abandonnée par ma mère. C'était pas forcément le cas, mais j'étais trop petite pour comprendre. Et ce sentiment d'abandon là qui a été renforcé, la blessure par le fait que mon père était totalement indisponible. En fait. Du fait de sa carrière? Du fait de sa carrière qui passait avant, en fait, ses enfants. Il n'avait pas le même ordre de priorité, d'accord, que moi, je voulais. Alors que c'est pas ce que je veux qui se fait dans la vie de quelqu'un, c'est ce que lui, il veut qui se fait dans sa vie. Okay. Et donc, du coup, oui, il n'était pas assez présent pour moi. Donc, on peut dire que c'était ça qui me manquait. En fait, j'avais un sentiment permanent de manque. Mais sinon, j'étais très intelligente et je le savais. C'est bien, c'est bien. Et si on avance dans le fil de ta vie... Je me trouvais moins jolie. D'accord. Voilà, à 10 ans, je me trouvais moins jolie. D'accord. La révélation de ma beauté est venue peut-être vers 12-13 ans. Ah oui? Oui. Par qui? Moi-même. Ah, par toi-même. Un jour, je me suis arrêtée devant le miroir et puis je me suis dit, attends, mais t'es jolie. Et puis ça s'est jamais arrêté. Bon, Si on progresse un peu dans le fil de ta vie, est-ce qu'il y a des moments clés comme ça que tu pourrais partager avec nous, positifs comme négatifs, mais qui t'ont marqué et qui ont fait de toi la femme que tu es aujourd'hui? Alors, positif comme négatif. On a un exercice qu'on fait avec Dr Khan quand on accueille les femmes qu'on accompagne. C'est qu'on fait un exercice sur une feuille blanche. Okay. Donc, à ceux qui vont nous regarder, peut-être qu'ils pourraient faire cet exercice, ça va les aider. C'est cet exercice que j'ai fait moi. C'est que j'ai fait une sorte de frise temporelle qui part de ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai en ce moment. Tu lis dans mes pensées. Voilà. Et donc, j'ai marqué dessus, sur chaque... Alors, en fait, c'est pas sur la frise que je marque. Tout ce qui est en bas de la frise, je fais de -1 à -10. Okay. Donc, au niveau ce que je ressens en termes d'émotion. Au moment où je le note, en fait, ça, c'est bien de le faire avant un travail. Okay. Avec un psy ou avec un accompagnateur comme moi. Et tout ce qui est de 0 à 10 au-dessus, en fait, en bleu, et l'autre en rouge, c'est tout ce qui m'a marqué positivement. Mais l'impact que ça a sur moi au moment où je le fais. Donc, mes moments positifs, on va dire que il y a eu ma naissance, déjà. Pour moi, ça a un impact positif sur moi parce que ça m'a permis d'être moi, déjà. Bon travail. Oh, j'ai envie de faire le truc de Serge Beno. Voilà. Créateur, c'était ton petit coucou. J'ai eu des moments négatifs, donc ça va être la séparation de mes parents. Il y a des choses dont je ne me rappelle pas, donc ça peut être des événements qui sont marqués inconsciemment en moi, mais qu'on m'a raconté après. Avant le divorce, il y a toujours quelques épisodes de violence, de bagarre, etc., dont j'ai été parfois prise à partie, puisque parfois sur le dos de ma mère, des choses comme ça. Donc, c'est des trucs, je ne m'en rappelle pas. Je sais que ça m'a été raconté. Il y a l'arrivée, justement, de toutes les femmes, le défilé, en fait, et d'inconnus également. C'est-à-dire, ça te met profondément mal à l'aise parce que j'étais très introvertie. Donc, plein d'étrangers dans ton environnement, c'est désagréable. J'ai eu des épisodes également, j'en parle des fois, des épisodes d'attouchement. Tu as toujours des étrangers dans la maison, donc des gens qui vont essayer de te toucher, voilà, ça c'est un épisode que je n'aime pas trop aborder parce que non seulement je suis passée au-dessus, mais en plus j'ai pardonné à la personne, on en a parlé, etc. Et puis tu as quand même tout ce manque d'espace. Tu vois, en termes de ce qui m'a marqué, c'est vraiment le manque d'espace, d'être asphyxié par les gens, d'être tout le temps entouré de personnes. Ça m'a habitué. Peut-être aujourd'hui, je serais plus à l'aise dans une carrière politique parce que je suis habitué, mais ça m'a marqué. D'accord. Et également la
les différentes crises qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ont toutes eu un impact sur moi. 2002, en fait, ça a eu un impact. 2004, j'ai dû partir en France. Donc, j'ai perdu une année scolaire, etc. 2010, j'ai dû quitter mon pays. Je suis parti en exil. C'est vraiment des moments difficiles. Hein. J'avais l'impression, donc, de 2010 à 2000, jusqu'à 2022, en fait. J'avais vraiment le sentiment d'être dans l'eau, de ne jamais arriver à... Si je sortais, c'était juste pour prendre une goulée d'oxygène et puis je redescendais dans les profondeurs. Et je me suis rendu compte que c'était un traumatisme qui me suivait et dont si je n'arrivais pas à me débarrasser, j'allais peut-être impacter négativement mes enfants. Et c'est vraiment mes enfants m'ont réveillé de ça. J'ai commencé à me réveiller en 2016 quand j'ai eu mon premier. Et en 2020, quand j'ai eu mon dernier, j'ai commencé à vraiment me dire ça peut plus continuer, en fait. Je peux pas ne pas être heureuse. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont eu le temps de découvrir tout. L'amertume, l'aigreur, la fatigue, la colère, le pétage de plomb. Ils ont tout vu de moi. Et puis, depuis un certain moment, certaines personnes qui me suivent depuis longtemps me disent, c'est incroyable à quel point tu as l'air en paix. Oui. C'est incroyable à quel point. Tu me l'as dit. En début d'année, voilà. Quand je t'ai demandé comment tu allais, tu m'as dit parfaitement bien, c'est ça? Extrêmement bien. Le superlatif m'a marqué également, parce que tout le monde n'a pas cette posture. Les gens vont se contenter de dire je vais bien ou je me sens pas bien, mais... Et puis ils mentent souvent en plus. C'est pour ça que tu as ressenti la différence. Oui. C'est que je l'ai dit parce que je le ressentais vraiment. Et c'est un peu ça, ce côté j'arrête de tricher. En fait, j'arrête de faire comme si je vais bien. Tu as eu l'impression de le faire longtemps? Oui. Même si les gens trouvent que je suis vrai, en fait, moi, j'ai eu le sentiment de ne pas être moi. Par exemple, je suis moi quand je porte du noir, quand je me maquille en noir, quand je mets mes cheveux en pétard, quand j'ai commencé à vraiment, réellement, les gens pensaient que j'affirmais ma personnalité, mais ce n'était qu'une parcelle de ma personnalité. C'est maintenant, en fait, que je suis en train de vraiment m'exprimer. Et j'ai remarqué une chose, c'est que quand tu t'assumes vraiment, il t'arrive pas grand-chose de négatif finalement. C'est tes préjugés qui pèsent beaucoup sur ce qui t'arrive. C'est-à-dire que ça impacte. Tu prophétises toi-même sur quelque chose qui va forcément t'arriver puisque c'est toi qui as la maîtrise de... Dieu t'a donné tout ça, en fait. J'ai l'habitude de dire aux gens, vous vous rendez pas compte, c'est nous qui commandons Dieu. On le commande. Donc si toi tu commandes qu'il va t'arriver des mauvaises choses, il va t'arriver des mauvaises choses. C'est aussi simple que ça. Et si tu décides donc qu'il va t'arriver que des bonnes choses, il va t'arriver que des bonnes choses. Quand on t'écoute, quand je t'écoute et que j'entends un peu les différents épisodes de ta vie, ça donne le sentiment que tu as vécu, j'allais pas dire toutes les émotions possibles, mais en tout cas un maximum d'émotions. En tout cas les 6, oui. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui est normal dans la vie de tout le monde. C'est juste que moi, je suis connue, donc les gens vont... venir regarder, hein. On va dire que c'est la posture qui fait qu'on peut voir. Et même là, un jour, quelqu'un a dit comme ça au docteur Khan, oui, mais là, elle s'expose trop. Elle a éclaté de rire. Elle lui a dit, est-ce que tu sais que ce que tu lis sur son mur, ce n'est que le tiers du quart de la moitié de ce qu'elle fait toute la journée. Elle peut faire 20 activités, n'en poster que 2. Et comme toi, par exemple, tu as la frustration de ne pas partager ton propre contenu, donc, tu crées du contenu tous les jours, hein. Mais toi, tu choisis de ne pas le partager. Tu es mal à l'aise avec les gens qui s'expriment. Donc, du coup, tu vas les juger en disant, ils en font trop. Mais en fait, on n'est jamais trop. On est juste trop pour les gens qui ne sont pas assez. C'est ça. C'est une très bonne transition. J'ai voulu un peu qu'on entre dans ton univers, qu'on connaisse la femme derrière l'entrepreneur, l'influenceuse et la blogueuse. Justement, tu as créé beaucoup de choses. Tu es sur beaucoup de choses. Au vu de tout ce que tu nous as dit auparavant, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'anime vraiment, Lala? Alors, au début, ce que je faisais, et ça a toujours été moi, j'ai décidé, je vais dire aux gens aujourd'hui comment j'ai décidé ça. Avant, je ne faisais qu'une seule chose à la fois. Je me concentrais sur une chose à la fois. Et puis, bien, tout le monde a un aspect de Dieu qu'il pratique le plus. Moi, j'ai 2 aspects de Dieu que je pratique le plus. Le Dieu de l'opportunité et le Dieu des multiples secondes chances. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai une opportunité,
je la saisis pour m'exprimer. Du coup, en 2007 ou 2008, en fait, j'ai l'opportunité de rencontrer le président Laurent Gbagbo. Il est l'ami de mon père, mais je ne vais pas vers lui. S'il vient à la maison, c'est l'ami de mon père, mais président de la République, c'est le président de la République, en fait. Et j'ai une opportunité d'aller vendre un projet. En fait, j'en vends deux. Quand je rentre dans la pièce, je vends un projet qui naît dans ma tête au moment où je m'assois. Et puis, je vends le projet de mon père à l'époque. C'était un projet de film institutionnel, en fait. Je vends moi-même mon projet. Et mon père est épaté parce que le seul conseil qu'il me donne en entrant, c'est, tu sais, ma fille, quand on te met dans une pièce avec des gens importants, si tu n'es pas intelligente, tu vas sortir. Si tu es intelligente, tu vas te débrouiller pour rester. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté. Et cette opportunité-là, je l'ai expérimentée de nombreuses fois, à de nombreuses reprises, avec plusieurs personnes et ou personnalités. Ça, tu vois, c'est ma façon de gérer. Mais toutes les choses que je fais et que j'ai pu faire là, c'est des choses que j'aimais profondément, que j'aime toujours profondément, et dont peut-être je suis même parfois un maître incontesté, au point où je n'ai même pas besoin de le faire trop. Je le fais une fois, juste pour dire, ouf, j'ai fait. Et puis c'est fini. Mais souvent, tu vois, alimenté par le fil de ce que je t'ai raconté, tu te rends compte que c'est lié parfois aux émotions que je traverse. Pour arrêter de souffrir, je travaille. D'accord. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si j'ai une idée, j'y vais à fond, je me dévoue, etc. Et puis au bout d'un moment, quand c'est rodé, ça m'ennuie. D'accord. Donc même en entreprise, c'était pareil. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis au même endroit. Tout le monde est étonné, d'accord? Je suis manager de service maintenant, mais tout le monde est étonné parce que tout le monde se disait, mais si elle va en institution, elle va s'ennuyer. Eh ben non. Parce que là-bas, j'ai découvert un manager, en fait, qui a compris que j'avais besoin, d'hyperactivité, parce que je suis hyperactive, et que j'avais besoin de profondeur, pas nécessairement de hauteur. Donc, plus tu vas en profondeur dans ce que tu fais, plus tu gagnes de l'importance même. Donc, en réalité, c'était ça dont j'avais besoin. Et quand tu rencontres des gens qui savent de quoi tu as besoin, tu évolues vite. D'accord. Donc oui, j'ai fait de la restauration, je continue d'ailleurs de faire du blogging, j'ai fait également tout ce dont j'avais envie. Et certains projets sont mijotés dans ma tête. Mais en même temps, il y a une dame qui disait, je suis Capricorne, donc j'ai toujours 32 projets jusqu'à 2050 qui sont dans ma tête. Et puis, quand j'ai l'opportunité, je le fais. D'accord. Voilà. Et j'ai aussi appris une petite leçon, c'est que parfois, c'est pas pour moi que je réfléchis. D'accord. Je réfléchis pour les autres. Pour les autres. Oui. Je peux avoir une idée. Et ça va avec la foi aussi. Je réfléchis, j'ai une idée, j'écris complètement l'idée, le business plan, tout. Et puis Dieu me dit dépose. C'est pas pour toi. Tu vas rencontrer la personne à qui c'est destiné. Et puis quand je rencontre la personne à qui c'est destiné, je prends, je donne. Parfois, je lui mets le pied à l'étrier, puis je lui dis, allez, casse-toi. Je veux même pas savoir ce que tu en fais. Je veux pas en tirer bénéfice. Je sais juste que c'était ce qui devait être fait. C'est tout. Tu as un discours très direct sur ce qui t'anime, les forces qui t'animent, et j'ai envie de dire que ton parcours témoigne d'une force intérieure incroyable. Tu as évoqué Dieu à plusieurs reprises. J'aimerais justement qu'on aborde l'aspect de la foi, parce que c'est un moment très important dans cette émission-là. Tu nous permets déjà de rentrer dans ton univers, de te découvrir. Donc j'aimerais savoir comment la foi ou tes convictions spirituelles t'ont aidé dans ta vie ou t'aident toujours. Oui, c'est ça. En fait, c'est au présent. M'aide toujours. En vérité, j'ai un parcours de la foi un peu comme ma vie, chaotique. Je suis né de 2 parents musulmans. Mais du côté de ma mère, en fait, ma grand-mère est catholique, mon grand-père est musulman, et du côté de mon père, les deux sont musulmans. Donc, mon père est musulman. Cependant, mon père est très ouvert, dans le sens où il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, quand on est né, il a fait le baptême, etc. On a fait l'école coranique et tout ça. Et puis, quand on a grandi, en fait, au fur et à mesure, il nous mettait dans des écoles catholiques. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il trouvait qu'ils avaient de la rigueur, en fait, et qu'ils savaient à qui se plaindre en cas de souci. D'accord.
Donc, il voulait vraiment qu'on ait cette rigueur-là. Et vous verrez que beaucoup de parents musulmans mettent leurs enfants dans les écoles catholiques parce qu'ils trouvent que la rigueur y est. Et puis, l'enfant a déjà sa conviction. Donc, en réalité, ça n'accidente pas plus que ça la conviction, mais ça aide l'enfant à ouvrir son esprit. Donc, là, j'ai eu l'opportunité, en fait, de rentrer en contact avec une foi qui était différente de celle que je pratiquais à la maison. Et en même temps, mon père ne pratiquait pas beaucoup. Donc, en fait, c'était pas un combat, en gros. Et un jour, il nous a dit, écoutez, choisissez. Mais ne choisissez pas forcément parce que c'est une religion. Choisissez une communauté. Parce que moi, j'ai grandi dans une communauté. Et je sais que quoi qu'il m'arrivera, cette communauté m'enterrera. Donc, trouvez une communauté. Parce que si vous êtes seul dans un pays un jour, c'est cette communauté-là qui va faire votre force. Et du coup, on a choisi. Donc moi, par exemple, ma sœur et moi, parce qu'en plus, on avait des attraits charismatiques depuis petite. Donc en fait, c'est-à-dire, moi, je vois la Vierge. D'accord. Donc je la voyais petite. Mais je ne savais pas qui elle était avant même d'aller à l'école. D'accord. Et pareil pour Jésus que j'ai vu. D'accord. Et qui m'a appris des petits trucs avant que j'arrive à l'école. Avant que j'arrive à l'école, je savais déjà lire certains mots, par exemple. Et quand je disais à mon père, j'ai vu telle chose, à l'époque, il te rabroue. Après, c'est un vieux là, tu vois. Donc, il te dit, on va là-bas, tes trucs, là, tes Barbies et tout ça, je vais arrêter de t'acheter des Barbies. Parce que mon père disait que quand un enfant joue avec des Barbies, en fait, à force de se parler, là, avec les Barbies et tout, tu deviens radoteuse, tu vois, non? Donc, il disait que tu inventes des histoires et tout. Donc, il te dit, mais tu mens, etc. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai compris que rien n'était fortuit parce que je suis né un 17 janvier. C'est un jour d'apparition de la Vierge Marie, Notre-Dame de Pontmain. Tu y crois vraiment? Mais oui, bien sûr que j'y crois. Puisque, bon, après, ça peut être des hallucinations, mais vu que je ne me drogue pas, donc ça va être un peu difficile que ce soit des hallucinations. Mais à plusieurs reprises, elle s'est manifestée dans ma vie. À plusieurs reprises, lui, Jésus s'est manifesté dans ma vie, ainsi que tous les saints, les archanges, etc. Donc, j'ai des parcours particuliers. Par exemple, toute l'année 2022, je l'ai faite avec les saints. Chaque jour, il y avait un nouveau saint. Et pareil, j'ai monté un groupe de prière, etc. Avec qui tu... Non, j'expérimentais. Tu priais. Voilà, j'expérimentais en fait des saints particuliers. Il y a des saints particuliers que j'ai expérimentés. Saint Padre Pio, Saint Ignace de Loyola. C'est vraiment dans mon cheminement, en fait, discipline. Dans mon cheminement, le maître mot, c'est discipline. Et donc, je vois tous les maîtres de la discipline. Donc, je vais pas aller voir, par exemple, les maîtres de la charité, parce que c'est pas dans mon parcours. Il peut arriver que ça se croise, mais ce sera pas ça. Par contre, ce sera beaucoup Saint José Maria. Donc, ce sera beaucoup Saint Ignace, ce sera beaucoup Saint Padre Pio, etc. Voilà. Et quand je t'entends, les apparitions, par exemple, que tu as pu avoir petite, j'aimerais savoir, c'est une quête intérieure qui s'est développée en toi? Même pas. C'est une recherche, c'est un besoin, je cherche tu l'as rien. reçu gratuitement? Oui, voilà. Mais on l'a tous reçu gratuitement. La foi, on l'a tous reçu gratuitement. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, je pense que ce qui a particularisé mon rapport avec Dieu, Dieu grand D, c'est vraiment que je ne le cherchais pas, il me cherchait, en fait. Et puis, je n'ai jamais voulu tirer bénéfice de lui. Je sais que les gens prient pour aller au paradis, ce genre de choses, mais moi, ça n'a jamais été le cas. Tu pries pourquoi, Lala? Pour être heureuse. Et puis, je prie vraiment parce que j'aime la relation que j'ai avec lui. J'aime quand l'ambiance change. J'aime quand je me sens en paix. J'aime quand je me sens rassurée, particulière, etc. Donc, j'ai un hôtel de prière à la maison. Je fais mes trucs un peu. Quand tu me vois passer, tu vas te dire, oulala, celle-là, elle est dans une secte. Moi et puis ma sauge, moi et puis mon encens, etc. Mais je suis vraiment dans mon truc, en fait. Et en même temps, j'ai vraiment expérimenté le Dieu qui ne juge pas. Là où d'autres diraient, mais c'est une loxée, c'est une tatouée, c'est une percée, de quoi elle me parle de Dieu? Mais en fait, c'est Dieu qui nous a fait tous. Et il sait pourquoi. Moi, je connais des prêtres qui sont tatoués. S'ils s'approchent d'une communauté de tatoués, ils risquent de mieux évangéliser que le prêtre propre sur lui, qui va venir leur donner des leçons de vie, en fait. Donc, chacun a son périmètre d'action. Et chacun sait ce qu'il doit faire, à quel moment il doit le faire. Et puis, peu importe à quoi tu ressembles, dans le fond. Parce qu'on parle d'une histoire d'âme. Qu'est-ce que vous avez à vous attarder sur la façon dont les gens s'habillent,
la façon dont les gens gèrent leur corps, etc. Donc moi, c'est vraiment ça. Avec Dieu, j'ai aucun intermédiaire, humain du moins, qui va venir me dire oui, mais ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, je n'ai jamais eu ce problème-là. Donc j'expérimente vraiment Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa générosité, et puis surtout dans l'aspect de la gratitude, parce que tout est une leçon. Regarde ma tête, je ressemble à quelqu'un qui travaille en institution. Écoute, moi, j'ai pour habitude de ne pas juger. En toute logique, non. Mais bon, j'y suis. C'est vrai que par rapport au postulat de la société, on pourrait avoir des préjugés. Disqualifier même des fois des gens. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, je trouve que c'est de moins en moins le cas. Parce que les gens qui sont créatifs, exprimant leur créativité, sont aujourd'hui beaucoup plus utiles à la société que ce qu'on pensait hier. Donc oui, ils vont faire avec. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Dieu? Tout. Le simple fait de m'avoir donné la vie, le simple fait de m'avoir fait traverser des tempêtes, mais d'une violence, de m'avoir fait avoir 3 enfants alors qu'on disait que je ne pouvais jamais avoir d'enfants, parce que j'ai le SOPK et que depuis que j'ai 10 ans, 12 ans, quand j'ai eu mes premières règles, j'allais déjà chez un spécialiste de la fertilité parce que j'avais des dysménorrhées, des aménorrhées de plusieurs mois, des choses comme ça. Et quand j'ai annoncé à mon père que j'étais enceinte de mon premier fils, un peu avant son décès, il a pleuré. Et il a dit à sa femme, on m'avait dit qu'elle pourrait jamais faire d'enfant. Et du coup, je me suis dit, ils ont eu cette information avant moi, ils me l'ont pas donnée, ça a peut-être tout changé. Le fait de ne pas m'avoir donné cette information-là, même si quelque part en moi, en fait, j'avais le sentiment que cette sorte d'incertitude, je n'aurais peut-être pas d'enfant, je n'aurais peut-être pas de mari, j'étais obsédée par ça. Mais le fait que mes parents ne m'aient pas donné cette information, cette confirmation qui m'aurait condamnée, en fait, ça a peut-être tout changé. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte de mon premier... Tu as reconnu Dieu? J'ai toujours reconnu Dieu dans tout. Dans chacun de mes enfants, il y a eu Dieu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Chacun de mes fils est soit le premier, soit le dernier de son père. Le dernier, pour le premier, c'est le dernier fils de son père. Pour le deuxième et le troisième, c'est les premiers enfants de leur père. D'accord. Et parfois les seuls. Okay. Donc, en fait, je sais que Dieu fait son travail parce que, et là encore, la société dirait, mais tu n'es pas marié, tu as des enfants, alors que Dieu ne regarde pas ça. Ces enfants-là sont peut-être des bénédictions, des enfants qui viendront délivrer ces familles-là spécifiquement de choses qui les fatiguent depuis des années. Moi, je n'en sais rien. Tout ce que Dieu me dit, c'est porte-les. Élève tes enfants de telle façon, fais-leur comprendre ça, fais-leur voir ça, fais-leur expérimenter ça, et surtout protège-les de ça et de ça et de ça. Donc, par exemple, je n'ai pas besoin de protéger mes enfants de choses que j'aurais peur qu'il leur arrivent. Okay. Je leur explique pour ne pas que ça leur arrive. Donc, à ce que nos parents ne faisaient pas forcément. Hein. Ils te cachent des choses et puis tu découvres ça et ça te fracasse quand tu es un jeune adulte et ça peut parfois modifier toute ta conception de la vie. Comment tu agrémentes, comment tu organises ta vie familiale justement entre ton niveau de spiritualité? Parce que je comprends que tu veux leur inculquer ce que toi tu expérimentes. Comment pas forcément. Ça se passe? Alors, pas forcément. Pas forcément. Non, je les laisse faire leur chemin. D'accord. Je suis un peu en phase vraiment avec Fabrice, hein, mon ami Steve dans ça, là. Lui me disait que sa fille, en fait, il ne l'influence pas plus que ça. Enfin, il l'influence parce que elle vit avec lui. Mais en réalité, il lui dit, fais tout ce que tu voudras. Moi, je t'accompagne. C'est la même chose. Pour Dieu, par exemple, ils vont déjà à l'école. On leur parle de Dieu. Ils reviennent me poser des questions et je leur permets d'avoir des réponses qui sont au niveau de leur âge. Je leur achète des bibles de leur âge. Je les laisse lire des histoires sur les héros de la Bible. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus pas la Bible qu'ils doivent avaler, mais les résultantes des histoires. Ils doivent connaître les héros. Ils doivent savoir pourquoi ce sont des héros, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce que eux ils pourraient faire dans leur vie de tous les jours. Par exemple, je suis en train de refaire leur chambre et je mets des petites icônes, tu vois, pour dire, même Spider-Man se brosse les dents, par exemple, pour les encourager, d'accord? Mais oui, mais même David fait la table, tu vois? Donc, pour que tu saches que à la fois tes héros Disney, Marvel, mais en même temps, tes héros de la Bible, eux, ils font des choses dans la maison. Et la salle de jeu, par exemple, je vais faire un écriteau, en fait, pour dire, même Jésus,
disait à ses parents, bonjour, s'il te plaît, merci. Donc, tu dois faire ça aussi. Et tu vois, comme ça, ils sauront en fait que Jésus, il a été petit. Parce qu'on nous présente Jésus comme un adulte, mais Jésus petit aussi. Et tu grandis comme ça. Mais j'essaye de ne pas les dégoûter de Dieu, de ne pas les dégoûter de l'Église en ne leur imposant pas. Ils viennent quand ils veulent. Et la plupart du temps, ils veulent. Okay. Donc, je préfère que ça fonctionne comme ça. Sinon, les activités familiales, c'est plutôt on travaille ensemble. Donc, on fait tout ensemble. Mes enfants pleurent quand je vais au travail, ils veulent venir avec moi. Parce qu'au travail, ils ont petit bureau, ils ont des feutres, ils ont des coloriages, ils ont tout. Je garde tout juste au cas où ils passent au bureau. Et puis, la plupart du temps, on fait nos activités de famille. Hein. On fait du jardinage. Là, par exemple, je suis avec toi ici. Eux, ils sont là-bas en train de faire du jardinage, réaménager le jardin parce qu'on a prévu de faire de la permaculture. Ils le font avec leur oncle, donc mon beau-frère et puis mon conjoint. Donc, moi, je ne suis pas là aujourd'hui, mais on le fait tout le temps ensemble. On va au zoo, on voyage. Et puis, j'ai un peu des valeurs un peu spéciales. Pour moi, hors de question d'aller découvrir hors de la Côte d'Ivoire ce que tu n'as pas fini de découvrir ici. Donc, on fait nos voyages en Côte d'Ivoire. On découvre des petits villages, des activités, ça nous permet de nous épanouir un petit peu et puis voilà, d'avoir une belle vie de famille, on va dire. Peut-être pas classique, mais une belle vie de famille quand même. Alors, au vu de tout ce que tu as vécu, on n'en saura pas 100%, mais on en a entendu beaucoup aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que c'est ton parcours, ton histoire, tes blessures, tes revanches sur la vie, ta compréhension de la vie, ta spiritualité qui t'ont emmené vers cette volonté d'aider les gens dans cette relation d'accompagnement, en aide empathique? On va dire que j'ai traduit mes blessures en les professionnalisant. D'accord. Au lieu de garder des blessures pour toi et de passer ta vie à te complaindre, autant transformer ça en force. Donc, au lieu de passer mon temps à avoir des relations toxiques avec des personnes qui vont m'étouffer, m'envahir, m'abandonner, etc., autant le professionnaliser. Je suis tout simplement allé à l'école pour pouvoir me détacher totalement, en fait, apprendre. Parce que l'empathie, c'est pas ce qu'on pense. L'empathie, ce n'est pas faire les choses pour les gens. C'est ressentir ce que la personne ressent, compatir à ce que la personne ressent et l'accompagner dans ce qu'elle ressent, mais sans que ça nous impacte pour autant. Donc, la première chose que j'ai appris là-bas, c'est prendre soin de moi-même. C'est me détacher émotionnellement parce que je ne peux pas aider les gens quand je suis dans l'émotion. L'émotion est très, très mauvaise conseillère. En colère, tu prendras de mauvaises décisions. Très contente, tu prendras de mauvaises décisions. Très peiné, tu prendras de mauvaises décisions. En fait, il n'y a que l'émotion paix qui te permet de prendre de bonnes décisions parce que tu as le bon recul. Donc, une fois que ça a été fait, et je continue d'ailleurs parce qu'en vérité, j'espère, je vise un doctorat et je n'ai pas choisi la psychologie, j'ai choisi le counseling. Parce que le counseling, bon, c'est un faux ami, hein, c'est pas donner des conseils en fait. Le counseling, donc cette relation d'accompagnement empathique, te permet d'avoir une discussion comme celle qu'on est en train d'avoir actuellement. Et celle qu'on est en train d'avoir comme discussion, ça va t'ouvrir l'esprit. C'est différent de quand tu te couches sur un canapé de psy et que tu parles seul. Ici, culturellement, on n'est pas habitué à parler seul. On est habitué à discuter. Donc, quand j'ai compris que mon impact serait plus fort là, je me suis dit, OK, je reste là. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai découvert après qu'une de mes idoles de l'écriture et de la spiritualité, Gary Chapman, est counselor. Donc, en fait, il est conseiller en accompagnement. Et puis, il accompagne les couples, etc. Il est pasteur, hein, mais il est un peu comme le père Hippolyte Yomafou, ici, qui est mon ami et mon confesseur. C'est des gens qui écrivent, mais tu n'entends le mot Dieu qu'à la fin du livre. Mais tout le livre, en fait, il t'a fait ressentir. Donc, c'est ça l'idée. C'est parler de l'amour, ne faire comprendre que l'amour vient de Dieu qu'à la fin, mais faire comprendre que surtout les actions liées à l'amour viennent de nous. C'est un peu ça. J'espère que je pourrai écrire des livres aussi. Je te le souhaite. Je suis également conférencière d'inspiration, donc ça, je le fais déjà. Les conférences d'inspiration, je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Je t'ai été recommandé. C'est ça. Et c'est très intéressant parce que tu découvres des choses et puis ça te permet de déverrouiller un peu certaines choses chez les gens. Parfois, c'est verrouillé et c'est seulement un type de personne. 10 000 personnes peuvent le dire, mais il y a une personne qui viendra devant toi. Il y a un livre en particulier que tu ouvriras et ça va déverrouiller. C'est pour ça que je dis aux gens, n'ayez pas peur de faire comme les autres. Vous ne serez jamais les autres.
Vous ferez toujours quelque chose différemment. Et là, on arrive au terme de notre rencontre. Je voudrais te lire quelque chose que j'ai préparé sur toi, mais surtout, je voudrais que tu aies le dernier mot de cette rencontre de vie croisée. Voilà, parce que c'est un privilège de rencontrer des personnes et d'arriver à suivre leur parcours, à faire ressentir ce qui les a transformés. Alors, ce que j'ai écrit de toi, déjà, notre entrevue, je l'avais, on va dire, envisagée sous un fil rouge qui était traverser, comprendre, se transformer et transmettre. J'espère que tu l'as ressenti ainsi. Moi, j'espère que toi, tu as le résultat que tu veux, que j'ai pu te transmettre un peu de ma vie, et puis un peu du résultat, et puis un peu de la vulnérabilité, hein, que ça nécessite de dire la vérité. En fait, finalement, d'être à l'aise avec. C'est ça. Ouais. Alors, ce que j'ai écrit de toi, j'ai fait ces quelques mots en disant que Lala Meita Soumaoro nous rappelle que derrière chaque réussite se cache une femme qui a traversé des épreuves, qui a aimé, qui a perdu et qui s'est relevée. Entre force et vulnérabilité, elle nous montre qu'être soi-même, embrasser ses blessures et transformer ses dons en outils pour servir et inspirer est la véritable définition du leadership. Le titre de notre entrevue aujourd'hui, c'était « Entre force et vulnérabilité ». Bon, c'est moi, quoi. C'est vraiment ça. Et si je devais avoir le dernier mot, j'adore avoir le dernier mot. C'est sympa, hein? C'est ça. Ah, c'est trop cool. Justement. Alors, si je devais avoir le dernier mot de cette émission, ce serait qu'il faut que les gens apprennent à faire deux choses. Ces deux choses-là les délivreront d'absolument tout le reste. La première chose qu'il faut apprendre à faire, c'est avoir le courage de ne pas être aimé. Ce n'est pas grave si on ne t'aime pas. Ce n'est pas grave si on ne t'adoube pas. C'est pas grave si ta forme ne plaît pas aux gens. C'est pas grave si tes cheveux ne plaisent pas aux gens. C'est pas grave si tu as des piercings et que ça plaît pas aux gens. En fait, c'est pas grave si tu es toi et que ça ne plaît pas à certaines personnes. Après tout, c'est leur problème, pas le tien. Et deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est que justement, quand tu as le courage de ne pas être aimé, ça c'est vraiment la première étape. La deuxième chose que tu dois apprendre, c'est à dire non et à accepter le non. Dire non, c'est refuser de ressembler aux autres. C'est refuser de faire comme les autres. Et il y a 10 000 façons de dire non. Désolé, je n'ai pas le temps, je ne pourrai pas le faire. C'est non. Ah, vraiment, je suis trop fatigué pour le faire, c'est non. Ce n'est pas un mi-non. Un non qui laisse espérer quelque chose à la personne derrière. Mais en même temps, c'est apprendre à accepter ce non. Ce non qui va te venir de quelqu'un qui lui aussi ne sera pas disponible, qui lui aussi sera fatigué et qui lui va vouloir se prioriser. Ne pas transformer ça en « tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi ». Parce que dans le fond, c'est ce que toi, tu n'as pas envie d'entendre. Si tu apprends à ne pas être aimé et tu apprends à dire non, tu verras que, bizarrement, ce que je dis est négatif, hein, mais ça va t'ouvrir des boulevards. Et les gens vont te respecter, t'aimer d'autant plus. Et ça va améliorer ton niveau de relation avec les autres. C'est bizarre, mais il faut essayer. Tu verras. Merci Lala. Je t'en prie. Merci. Entre force et vulnérabilité, nous étions avec Lala Meita Soumaoro. Merci de nous avoir ouvert une partie de ta vie et que toutes tes prochaines réalisations se passent comme tu le souhaites. Elles le seront.